Bonjour et merci d'être sur Africa Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Plus que quelques jours avant le premier anniversaire de l'investiture de Mohamed Morsi, un an après, les Égyptiens sont nombreux à contester à présent les frères musulmans partis au pouvoir. Une importante manifestation est prévue ce dimanche. Ils utilisaient de faux documents et de faux numéros de banque pour arnaquer leurs victimes. 2 cybercriminels viennent d'être arrêtés au Gabon. Ils avaient l'ambition d'arnaquer de hautes personnalités dont l'ancienne première dame. Mais tout d'abord, on commence en Afrique du Sud où tout le monde s'attend à une mauvaise nouvelle concernant Nelson Mandela. Mais hier, le président Jacob Zuma, qui a annulé un déplacement au Mozambique pour se rendre au chevet de Madiba, a annoncé que ce dernier allait mieux, même s'il restait dans un état critique. Et dans ce pays, au taux de violence rarement égalé, sa disparition, qui se fait de plus en plus certaine, suscite la crainte chez les Afrikaners. Chaque matin, les mêmes gestes devant l'hôpital de Pretoria où Nelson Mandela est soigné depuis 3 semaines. Des fleurs, des dessins, des témoignages, blancs et noirs unis dans la douleur. C'est important de venir aujourd'hui. J'espère que les gens resteront unis et inspirés par les idéaux de Mandela. Un vœu pour conjurer la crainte des Sud-Africains blancs. Car à la sortie de Pretoria, on est loin de la nation arc-en-ciel. Il y a quelques mois, l'horreur s'est produite chez cet artisan boucher. 4 hommes noirs ont surgi et ont tiré. Le père et le frère de Belinda ont été abattus, juste parce qu'ils étaient blancs. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi. Pourquoi des gens entrent et tirent sans aucune raison. Pour Belinda, le seul motif de tel crime est la vengeance qui peut se transmettre de génération en génération. C'est comme si nous étions punis pour l'apartheid, comme si nous devions être punis pour les erreurs de nos ancêtres. L'Afrique du Sud a le taux de criminalité le plus élevé au monde. Dans le pays, ce sont les fermiers blancs qui sont en tête de liste. Les ONG, qui œuvrent pour le vivre ensemble, constatent un retour des démons du passé. Il reste beaucoup à faire. Nous retournons en arrière. Nous sommes loin, 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 loin de la nation arc-en-ciel. Devant l'hôpital de Pretoria, les regards se croisent pour que cette Afrique du Sud multicolore ne s'évanouisse pas avec Nelson Mandela. Et pour Barack Obama, Nelson Mandela est un héros pour le monde entier. Barack Obama qui était au Sénégal après la conférence de presse conjointe avec Macky Sall, la rencontre avec les chefs de juridiction de 12 pays africains, le président des États-Unis s'est rendu sur l'île de Gorée. Et même si 2 de ses prédécesseurs y ont déjà été, la visite de Barack Obama a une dimension tout autre. À la Maison des Esclaves, il a déclaré qu'en tant que président africain-américain, ce site lui donne davantage de motivation pour défendre les droits de l'homme à travers le monde. Des centaines, voire des milliers d'Africains arrachés à leur terre sont partis d'ici. L'île de Gorée, sa maison des esclaves et sa célèbre porte de non-retour. Destination, les Amériques. Sous haute surveillance et loin des photographes, il a fait le chemin inverse. Avec sa famille, le président américain Barack Obama a rendu visite à ce lieu hautement symbolique de la traite négrière. Une visite doublement symbolique pour les Obama. Du sang africain coule dans leurs veines et Nelson Mandela s'y était également rendu 1 an après sa libération. L'île de Gorée, un passage obligé presque pour quiconque se rend au Sénégal. Bill Clinton et George W. Bush l'avaient également visité. Allons maintenant en Égypte à l'approche du 30 juin, premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi. La tension ne cesse de croître. L'opposition a prévu une grande manifestation dimanche pour contester la légitimité du président égyptien. Un mouvement a été créé pour l'occasion. Écoutons son porte-parole. Mohamed Morsi a perdu de sa légitimité en raison de sa responsabilité dans le sang versé des martyrs. Parce qu'il a été incapable de punir les responsables du 25 janvier, parce qu'il n'a pas tenu ses promesses et parce que sa politique a profondément divisé la société égyptienne.
Au Mali, le ministre chargé de la coopération internationale des Émirats arabes unis était en visite à la tête d'une importante délégation. Le sultan Ahmed Al-Joubar a été reçu par le chef du gouvernement et par le chef de l'État. Il est venu échanger avec les autorités sur les perspectives de coopération et l'évolution de la situation au Mali. Le sultan Ahmed Al-Joubar a tenu à aller échanger avec le chef du gouvernement sur les perspectives de coopération des Émirats arabes unis avec notre pays. Les premiers mots de Django Sissoko, c'était de dire sa joie de les accueillir, surtout en cette période difficile de notre pays. Le Mali a plus que besoin de l'appui, de l'accompagnement de ses pays amis. De chez le Premier ministre, la délégation a été reçue par le président de la République par intérim. Les mêmes propos lui ont été tenus. Ahmed Al-Joubar a rassuré du soutien et de l'accompagnement de son pays à l'endroit du Mali. Le peuple malien est un peuple vraiment que nous considérons beaucoup aux Émirats arabes unis. La priorité de cette visite est axée essentiellement sur le secours que nous devons porter pour nos frères et le peuple malien. Nous souhaitons que le peuple vraiment sorte de cette crise dans laquelle il est. Et la question que tout le monde se pose, à savoir à quand la reprise des délivrances de visas pour les Maliens désirant se rendre aux Émirats arabes unis, le sultan ministre d'État a sa réponse. Je ne suis pas d'avis avec tous ceux qui se posent cette question parce que la réalité est que les Émirats arabes unis vraiment accueillent toujours les Maliens comme cela se doit. Et nous le savons universellement, cela est connu de tous et cela aussi dépend de la souveraineté de chaque pays. Et nous délivrons les visas en fonction d'une procédure qui doit être respectée. Si cette procédure est respectée, pourquoi ne pas aller aux Émirats arabes unis? La délégation émiratique quitte Bamako avec la promesse de tenir haut les liens de coopération entre Abu Dhabi et Bamako. La table ronde des partenaires au développement du secteur de l'eau potable en Côte d'Ivoire a démarré hier à Abidjan. Les populations ne cessent de crier leur ras-le-bol quant aux problèmes d'approvisionnement. Les besoins nationaux en matière d'eau potable seront présentés aux partenaires et des projets sont déjà en cours. Cette table ronde contribuera à mieux les atteindre. Aidez-nous. On souffre à faire de l'eau, on souffre. On a les enfants sur le dos, on peut pas arriver loin. Et les enfants, on souffre et les enfants là. Sensible à ce cri de cœur, le gouvernement ivoirien l'est. Il s'emploie à trouver les solutions aux graves dysfonctionnements dans l'approvisionnement en eau potable des populations. La table ronde des partenaires au développement du secteur de l'eau potable qui répond à cet objectif va durer 2 jours. L'occasion pour le gouvernement ivoirien d'exposer ce qui a été fait et continue d'être fait avec les moyens de l'État, notamment le plan d'urgence présidentiel PPU. La table ronde est surtout l'occasion pour le gouvernement d'expliquer à ses partenaires au développement qu'il a besoin d'être soutenu dans l'engagement qu'il prend d'offrir à tous de l'eau potable. À titre indicatif, les projets de réhabilitation, de renforcement du système d'approvisionnement en eau des villes pour l'année 2013 se chiffre à 65 milliards 699 millions de francs CFA, dont 47 milliards 849 millions pour la part bailleur et 17 milliards 850 millions pour la part de l'État. Plus globalement, on estime à 645 milliards de francs CFA les investissements à réaliser au minimum d'ici 2015 pour atteindre les objectifs du millénaire en matière d'eau potable dans notre pays. L'annonce des intentions de financement par les bailleurs est prévue pour ce vendredi. Le gouvernement de Côte d'Ivoire espère un appui conséquent de ses partenaires pour offrir en quantité et en qualité de l'eau aux populations. Le taux de desserte à Abidjan est actuellement estimé à 66%. À l'intérieur du pays, 789 localités sont desservies en hydraulique urbaine sur 1194 éligibles. Dans la continuité de la journée mondiale de lutte contre la drogue célébrée avant-hier, des tonnes de substances prohibées, dont du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne, ont été incinérées, ainsi que des produits cosmétiques nocifs et des médicaments contrefaits.
Ce sont près de 5 tonnes de cannabis, des centaines de grammes d'héroïne et près de 2 kg de cocaïne qui ont été saisis et stockés cette année par les services répressifs de la lutte contre la drogue en Guinée. Ici, au centre national Kwame Nkrumah de km 36, les engins se relaient pour décharger ces produits toxiques en vue de leur incinération. On sommes un peu satisfaits dans la mesure où, n'est-ce pas, c'est en fonction des moyens dont disposent nos services répressifs. Sinon, la réalité du terrain commande autre chose. Si toutes ces structures, n'est-ce pas, répressives sont dotées de moyens efficaces, moi je crois que le stock aurait été encore beaucoup plus important. La quantité de cannabis incinéré aujourd'hui, ça remonte à des tonnes. Donc cela veut dire que la jeunesse est menacée. Moi j'ai peur, parce que c'est une drogue accessible. Tous les jeunes, quelle que soit leur bourse, quel que soit leur revenu, peuvent s'en procurer. Aujourd'hui, notre préoccupation majeure en Guinée, c'est le cannabis. Vu son accessibilité à la couche juvénile, 500 fois 1000 francs la boule, un jeune peut se le procurer. Cette incinération constitue un acte fort pour le comité interministériel de lutte contre la drogue en Guinée en cette journée du 26 juin, dédiée pour bouter le fléau hors de l'espace public. En outre, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique et consulaire et tous les services impliqués dans cette lutte se sont retrouvés pour échanger sur les voies et moyens disponibles pour évincer le mal. Le gouvernement invite à cet effet toutes les structures concernées à prendre les dispositions requises pour une mise en œuvre effective de ces différentes recommandations. Désormais, une synergie d'action est créée entre tous les services de défense et de sécurité qui ont élaboré les 21 et 29 mai dernier un plan d'action opérationnel sur toute l'étendue du territoire national. Au Gabon, un réseau de cybercriminels a été démantelé. 2 personnes viennent d'être arrêtées. Utilisant de faux documents, ils voulaient escroquer de hautes personnalités, dont une ancienne première dame et 2 anciens premiers ministres. Les masques sont tombés. Ils sont faits comme des rats. Ces cybercriminels font partie d'un réseau d'escrocs qui opèrent des infractions facilitées par les technologies de l'information et de la communication. Ils utilisaient de faux documents et de numéros de banque fictifs pour arnaquer leurs victimes. Sur leur ligne de mire figuraient 2 anciens premiers ministres et une ancienne première dame. Je suis là pour une affaire d'arnaque. En principe, moi j'étais juste au téléphone. C'est moi qui parlais en tant que les Kogo avec la personne de l'autre côté. J'ai demandé 22 millions. Elle m'a remis. Le document, c'est pas moi. Le document, je ne connais pas, parce que je ne connais pas qui l'a déposé. C'est comme j'expliquais tout à l'heure. Le document, je ne connais pas. Le document, il n'y a que Mme Kama qui peut justifier qui est venu lui déposer les documents. Je suis un peu un simple chômeur, ça fait de cela 2 ou 3 mois. Quand j'étais dans le commerce, j'avais mon petit magasin. Cette nouvelle forme de criminalité et de délinquance d'escroquerie en ligne prend de l'ampleur au Gabon. Ces cybercriminels sont dans l'œil du cyclone de la justice. Fin d'Afrique Midi, merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Africab Télévision et n'oubliez pas de suivre à partir de 19h45 Afrique Soir. À lundi.